Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, c'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir une fois de plus nombreux à avoir choisi votre canal Teler TV et bienvenue dans votre émission Droit du savoir. C'est toujours moi, Christian Perrin. Je reçois de nouveau Maître Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris. Il va tenter de répondre à certaines de nos préoccupations. Évidemment, comme vous le savez, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, mais pour autant, ils ont la même portée lorsqu'ils sont commis en Afrique qu'en Occident. Sinon, pourquoi parfois ce blackout médiatique au niveau international sur certains crimes, des assassinats, des massacres qui ont lieu en Afrique où souvent des populations entières sont massacrées sous un silence complaisant de la communauté internationale. Mais mieux, c'est que les auteurs de ces crimes continuent à courir tranquillement les capitales du monde entier, Paris, Lisbonne, New York, Washington, Tokyo, Brazzaville, Kinshasa, Abidjan, bref, et parfois ils sont reçus sur les tapis rouges. Voilà qui constitue l'ossature de notre entretien aujourd'hui avec Maître Amédée Nganga que nous recevons, comme je l'ai dit, de nouveau sur notre plateau. Bonjour, Maître. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Merci, Maître, d'avoir accepté une fois de plus notre invitation et c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir partagé, Monsieur Perrin. C'est vrai qu'il y a peu, je suis passé à votre émission et rassurez-vous que cette invitation me fait énormément plaisir et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je répondrai à vos questions. C'est aussi au plaisir de nos téléspectateurs. On va commencer par une déclaration que vous avez probablement suivie puisqu'elle a circulé sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la déclaration d'un général congolais en la personne de Jean-Dominique Okemba, le surcroît numéro 1 des renseignements au Congo-Brazzaville, qui en fait s'adressait à ses parents. Et la déclaration a été faite bien sûr en langue maternelle. Mais il disait en substance que nous avons tué dans le pool. Le ciel n'est pas tombé. Une déclaration qui a fait réagir les Congolais, mais curieusement, jusqu'à ce jour, ce général n'a jamais été interpellé ni inquiété. Il continue son service comme si rien n'était. Alors, que vous inspire ce genre de déclaration, mais surtout la complaisance de l'État congolais face à de tels propos, aussi, je dirais, dangereux? Monsieur Christian Perrin, ces propos sont des propos énormément et éminemment graves. Et c'est curieux d'ailleurs, et votre curiosité est tout à fait justifiée, que lorsqu'on tient ce type de propos et que l'on sait ce qui s'est passé dans le pool, il n'y a pas à s'attarder une seule minute que d'interpeller la personne. Or, vous le savez bien, et vous venez de le dire, il n'a jamais été interpellé. Il aurait pu être interpellé par qui? Mais par le parquet de la République. Parce que ce sont des propos graves. Mais si cela n'a pas été fait, ça peut se justifier parce que nous avons au Congo désormais un État clanique. Pourquoi je le dis? Ces propos qui ont été tenus mettent à mal plutôt les négationnistes des crimes et du génocide commis dans le pool. C'est à eux, en réalité, ces propos s'adressent plus amplement puisqu'ils ont nié amplement le fait qu'il n'y ait jamais eu de génocide dans le pool. Or, les propos tenus, M. Perrin, disent quoi? Nous avons brûlé, nous avons tué au pool, le ciel n'est pas tombé. Est-ce que le concept brûlé vous rappelle quelque chose, M. Perrin? Les chambres à gaz vous rappellent une période assez difficile pour l'Europe. Et donc, lorsqu'il prononce « nous avons brûlé », en réalité, il est en train de vous dire que nous avons exterminé les populations du pool. Et lorsqu'il ajoute ensuite « le ciel n'est pas tombé », cela voudrait simplement dire que pour eux, la seule façon de respecter la loi, c'est lorsque le ciel pourrait tomber. Et tant que le ciel ne peut pas tomber, comme il ne tombera pas, et donc ils vivent dans un pays où
ils sont les rois et ils ont droit de vie et de mort sur leurs ennemis. Si tant est que c'est leurs ennemis, mais en tout cas des ennemis déclarés. Donc, vous voyez ce que ça donne pour notre République, des propos aussi graves. Le ciel ne tombera pas. Vous voyez, ce monsieur ne devrait plus être libre. Il devait être interpellé parce que dans ce qu'il dit, il énumère même les conditions du génocide qui a été commis, c'est-à-dire la chaîne de commandement. Il dit « nous avons ». Il n'a pas dit « je ». Il a dit « nous avons ». Donc, c'est-à-dire depuis Sassou jusqu'à toute la chaîne du commandement, qui est une chaîne constituée des mochis pour commettre le génocide dans le Poul. Un aveu grave, mais qu'on le veuille ou non, puisque ces crimes sont imprescriptibles, ils finiront par répondre à cela, puisqu'il a tenu ses propos. Il s'en vante même d'ailleurs. Donc, il sait pertinemment que de tels crimes ont été commis, et je ne comprends pas que les négationnistes de l'époque ne puissent pas aujourd'hui se réveiller pour dire finalement on s'est trompé. Ça serait bien qu'il fasse cet aveu. Ah, on s'est trompé, puisque le numéro 1 du service de sécurité, comme vous le dites, vous l'avez indiqué, affirme hautement et fièrement, nous avons tué au Poul et le ciel n'est pas tombé. Mais il faut simplement savoir que, M. Perrin, ça ne fait plus l'objet d'aucun doute. Les propos qui sont tenus, comme je vous ai dit, ça rappelle les chambres à gaz, et les chambres à gaz, c'est Hitler avec le génocide juif, crime contre l'humanité des populations juives. Est-ce qu'on peut comprendre par là qu'il engage également la responsabilité finalement de l'État congolais, puisque c'est quand même le numéro 1 des renseignements du Congo-Brazzaville? En tout cas, il engage la chaîne de commandement, puisqu'il part du pronom nous, nous avons. Et donc, il le sait. Et cette chaîne de commandement, personne ne l'ignore. Ça va de Sassou au chef d'état-major actuel et tous les chefs de corps de l'époque. Donc, et d'ailleurs, ça s'est affirmé amplement. Je vais essayer de faire une digression, monsieur Perrin, lors de l'attaque en pleine journée au domicile du colonel Nsourou. C'est cette chaîne de commandement. Et je pense que lorsqu'il dit le ciel n'est pas tombé, c'est vrai qu'il le dit sur le Poul avec une certaine, j'allais dire, avec un certain mépris. Il n'y a aucune considération pour eux. De toute façon, vous vous rappellerez que je l'avais dit à une époque donnée que le Poul n'était que du bétail. Donc, ils pouvaient en tuer. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'à un certain moment, lorsqu'on leur oppose ce génocide, ils refusent qu'ils n'ont pas commis de génocide. Alors, évidemment, ils disent plutôt que c'était, en fait, ils étaient en train de rechercher un fugitif, en la personne, bien entendu, de Frédéric Bitsangou, alias Pasteur Toumi, qui aurait posé des actes à Brazzaville et qui s'est enfui dans le Poul. Parce qu'il suffisait simplement d'ouvrir une information judiciaire et d'envoyer les OPJ pour enquêter. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'envoyer l'armée. L'armée n'avait pas besoin de rentrer dans les régions pour rechercher Bitsangou, et même au moment où ils l'ont vu, ce n'est pas lui qu'ils ont tué, ils ont tué des populations qui n'avaient rien à voir avec Bitsangou. Et surtout, M. Perrin, je vais vous expliquer, pour ce qui est du génocide, il faut savoir que dans sa définition la plus simple possible, le génocide, c'est le fait de s'en prendre à une population, non pas pour ce qu'elle a eu à faire, mais pour ce qu'elle est. Alors, est-ce que vous pouvez me faire la démonstration que les populations du Poul avaient commis des actes contre les institutions de la République? Vous voyez? Et puis, de toute façon, à partir du moment où l'un des co-auteurs du génocide, en la personne de Dominique Okemba, dit « nous avons brûlé ». Donc, ils savent bien qu'ils ont tué sans aucune raison. Et donc, il est dommage que l'un des négationnistes, d'ailleurs, de ce génocide est aujourd'hui nommé Premier ministre. C'est qui alors? Pour l'intérêt de nos téléspectateurs, c'est qui déjà, celui qui a été nommé? On l'appellerait Colonel Makosso. Un peu plus de détails là-dessus, ce serait beaucoup mieux pour nos téléspectateurs. Il est nommé Premier ministre aujourd'hui. Il a écrit un livre où il pense, où il dit ouvertement et fermement qu'il n'a jamais eu de génocide au Poul. Mais je connais à peu près son amour pour le Poul. Hein. Ce n'est un secret pour personne. Mais je pense que c'était à lui de répondre à cette question-là, de lui demander, mais voilà que le premier chargé de la sécurité du pays a affirmé tel propos, qu'est-ce que vous en pensez? Or, ce monsieur devait être arrêté, parce que c'est un aveu pur et simple du crime qu'ils ont eu à commettre, avec la chaîne de commandement qu'il a lui-même pratiquement exposé. Mais comme le ciel ne tombera pas, ça ne pose aucun problème pour eux.
Et puis dans la mesure où ce n'est que du bétail qu'ils ont tué, il n'y a aucune importance. Et moi, il faut quand même attirer l'attention des gens, monsieur Perrin, s'il vous plaît. Ceux qui continuent à travailler avec ces bourreaux, ces criminels, ces auteurs du génocide, on la personne comme du Premier ministre actuel, qui sont des négationnistes, ils doivent savoir qu'un jour, ils doivent répondre dès ces actes. Il ne faudrait pas qu'un jour, monsieur Perrin, qu'on nous dise « on ne savait pas », qu'ils ne disent pas « on ne savait pas ». Ils sont partis liés, ils ont partis liés avec Sassou, qui, comme je l'avais dit la dernière fois, mais je ne vais pas le répéter, le rejeton nazi qu'il est, mais qu'il est fondamentalement et irréductiblement un criminel. Ça, vraiment, il faut que ceux qui travaillent aujourd'hui, qui prêtent main forte à Sassou, doivent se rendre compte qu'ils répondront des actes commis par Sassou en complicité avec eux. Ils ne viendront pas nous dire « ah non, nous, on ne faisait que travailler, on ne savait pas ». Non, ils doivent le savoir maintenant. Ils doivent le savoir que lorsqu'ils prêtent main forte à Sassou, ils sont complices de tous les actes qu'il a eu à commettre. Parce qu'ils en ont désormais connaissance. Vous comprenez, M. Perrin? Dès l'instant que vous avez connaissance que le bien qui vous est donné a pour origine un crime qui a été commis, vous ne pouvez pas prétendre que vous ne saviez pas. Donc là, on est en train de leur dire à tous ces cadres que la chaîne de commandement, à travers les propos tenus par M. Dominique Okemba, cette chaîne de commandement est auteur des crimes les plus abominables qui soient, parce qu'il a pratiquement fait allusion aux chambres à gaz. Nous avons brûlé, le ciel n'est pas tombé. Ça, il faudra retenir ça. Par là, on comprend que finalement, les assassinats et autres crimes de sang sont banalisés au Congo-Brazzaville, au point d'ailleurs où la police et la gendarmerie peuvent exécuter des jeunes froidement, d'ailleurs en public, parfois devant les parents. Mais qu'est-ce qui peut conduire un régime à ce niveau-là, c'est-à-dire à vouloir faire du crime une valeur, un mode de gouvernance? Oui, monsieur Perrin, rappelez-vous, lorsque il nous a été dévolu la République, les valeurs les plus importantes, c'est d'abord et avant tout de protéger, d'assurer la sûreté de la vie humaine. Et la plupart des constitutions d'ailleurs vous en parlent, qu'il s'agit là, la vie est sacrée. Si vous voulez, le Congo n'a jamais, et ne l'est pas d'ailleurs, n'est pas un état de droit. Déjà, il faut le savoir. Et le droit congolais, qui en pâtit de plus en plus parce qu'il est supplanté par un droit au Congo, mais qui est un droit essentiellement d'essence mboshi. Je répète, le droit congolais pâtit de ce que le droit au Congo est devenu essentiellement d'essence mboshi. Ah pardon, une petite nuance. Lorsque vous dites le droit mboshi, vous faites allusion à quoi exactement? À tous ceux qui vivent dans cette partie septentrionale, ou bien vous faites allusion à un groupe de personnes qui est au pouvoir? Il faut qu'on arrive à faire quand même cette petite... C'est un groupe de personnes qui est au pouvoir, mais qui a mutualisé les crimes. En mutualisant le crime, celui-ci confère des avantages. Et toute cette partie, majoritairement du Nord, bénéficie des avantages issus du crime. Or, lorsqu'on bénéficie des avantages issus du crime, on est soi-même ou complice ou receleur. C'est cette contrepartie de ces crimes-là qui fait plutôt que, finalement, ça soutient toute la partie du Nord. Mais pourtant, il ne commet pas des crimes seulement dans la partie sud. Nous rappelez-vous de ce qui s'est passé à Ikonongo, dans l'affaire le maquis d'Ikonongo, avec le capitaine Anga. Il y a eu quand même une expédition militaire où les villages environnants ont payé de leur prix. Oui, monsieur Perrin, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quelle a été la réponse? Est-ce que les populations d'Ikonongo se sont levées pour déposer plainte? Parce que je vous rappelle encore que, et je l'avais déjà dit, lorsqu'ils tuent dans la partie nord, qui doit être la partie qui doit collaborer aux crimes et aux avantages des contreparties qu'ils leur donnent, ils les tuent en tant que traîtres, parce qu'opposés à ne pas collaborer. Or, lorsque, si vous vous rappelez bien, l'affaire Anga, quel était le péché fondamental d'Anga? Est-ce que si aujourd'hui on essaie de faire l'historique, qu'est-ce que véritablement Anga avait fait du point de vue de l'atteinte à l'ordre public? Vous pouvez nous en parler en quelques lignes? Une infraction, simplement parce qu'il commençait à vouloir se délier du pacte, du secret sur la mort de Mariam Gwadi. Donc vous comprenez? Il voulait se délier et donc il voulait dire la vérité, ou il commençait à dire la vérité. Or, quelqu'un qui dit la vérité, mérite-t-il qu'on le traquât
et qu'il fut assassiné dans les conditions où il a été assassiné. Et que tous les villages, le village du Congo, comme vous le rappelez, aient été pris d'assaut. Et comment se fait-il finalement? Comment se fait-il que ce monsieur, qui est l'un des plus grands criminels que le Congo n'ait jamais eu, a commis ce genre d'acte? Pourquoi la partie nord ne se lève pas? Pourquoi? C'est pareil pour évidemment, c'est pareil pour la partie sud qui en pâtit depuis là, mais qui ne se lève pas aussi non plus. Peut-être que c'est par peur ou par traumatisme, évidemment. C'est pas la même chose. La partie sud, lorsqu'il est tué, M. Sassou met en place d'abord un mécanisme du mensonge. Attention, il met en place un mécanisme du mensonge pour arriver au but, c'est-à-dire les crimes qu'il doit commettre. Sachez que pendant longtemps, presque pendant 40 ans, la tactique des crimes commis dans la partie sud, c'était de faire des victimes et des coupables qui ne pouvaient donc pas se lever et qui ne pouvaient pas éventuellement déposer des plaintes. Mais aujourd'hui, dans l'affaire des disparus du beach, la plainte a été déposée. Ils ont fait précipitamment et rapidement un procès qui n'en vaut pas la peine, mais qui permet de dire qu'ils ont été auteurs d'un certain nombre de crimes. Mais sur l'Ikongono, nous n'en savons absolument rien, en dehors du fait qu'on nous parle d'Ikongono, mais il est difficile aujourd'hui d'attester par des témoignages, peut-être, que des crimes de ce genre ont été commis. Mais je suis convaincu que ça a été commis. Mais pourquoi ils se taisent? Pourquoi ils se taisent? Donc voilà. Donc le seul fait qu'il ait tué Anga est tué en tant que traître parce qu'il voulait plutôt dévoiler la vérité du pacte. Alors que la vérité pour eux de la mort de Marien Ngouabi, c'était les Bakongo, Babomi Marien Ngouabi. Donc vouloir venir dire le contraire, c'était annihiler tout ce qui a été fait. Et donc, dans la mesure où ils sont au pouvoir, M. Anga apparaissait comme un traître. Or, du point de vue, si vous voulez, de la procédure simple, à Ouando, M. Anga n'avait commis aucune infraction. Et à Ouando, s'il avait commis une infraction, il aurait été facile de l'appréhender par la gendarmerie et le traduire en justice simplement, s'il y avait des faits de nature à permettre de dire qu'il y avait des infractions ou atteintes à l'ordre public. Mais aujourd'hui, demandez ce régime-là, quelle était l'atteinte à l'ordre public commise par Anga à telle enseigne qu'il était impossible qu'il fût arrêté et traduit devant la justice, laquelle justice aurait pu être rendue au nom du peuple congolais. Vous voyez? Et des crimes pareils passent en perte et profit. Donc, il est tout à fait dangereux aujourd'hui de considérer, comme et je le répète, c'est que le droit actuel est devenu un droit essentiellement d'essence moche. Je le répète. Parce que c'est les mêmes qui vous disent. Est-ce que aussi Omona et Bembe ya Mokongo et Memamoto na Boloko? Je ne sais pas si vous comprenez Lingala. Enfin, ce sont là des propos rapportés, mais ils ne sont pas vérifiés du tout. Non, mais c'est des propos rapportés, mais qui correspondent. Nous avons brûlé, le ciel n'est pas tombé. Quelle est la nuance là? Quand quelqu'un vous dit, et aussi Omona et Bembe ya Mokongo et Memamoto na Boloko, et nous avons brûlé le pôle, le ciel n'est pas tombé. Il y a une nuance là. C'est exactement la même chose. Alors, lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe tous ces crimes, ces exécutions devenues malheureusement courantes au Congo-Brazzaville, et on peut en citer, la liste elle est assez longue, sans s'arrêter bien entendu. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un lien de ces crimes avec le fonctionnement du système politique qu'incarne aujourd'hui Denis Sassou Nguesso? Oui, il y a un lien, mais un lien que vous trouverez aussi à l'extérieur, parce que ces régimes et ces gens-là sont soutenus quelque part. C'est-à-dire? Ils sont soutenus de l'extérieur, parce que l'État qui nous a été donné est un État qui fonctionne sur la base d'une idéologie néo-nazie. Parce que vous remarquerez, pourquoi cette même forme d'État, elle existe en France? Mais pourquoi elle ne tue pas les populations françaises? C'est la même forme d'État. L'État qui est venu au Congo, c'est l'État légué par la France. Donc, suivant des principes de l'État français. Et pourquoi cet État au Congo, non seulement il ne pourvoit pas au développement du pays, mais ensuite se permet de tuer les populations, mais qui ne sont pas des populations liées à ceux qui sont au pouvoir. Et ça, c'est su. En 97, que fait Sassou pour mettre à mal les institutions de la République, pour revenir à 97. Monsieur Perrin, tout à l'heure, vous m'avez posé cette question sur la nuance entre au nord, est-ce que c'est tout le monde ou c'est pas tout le monde? Mais je vous prendrai par exemple cet exemple-là de 97. Les faits se passent à Ouando. Il y a mort d'hommes à Ouando parce que Sassou est rentré à Ouando. Et
c'est M. Sassou, dans le groupe de M. Sassou, qui donne la mort à la suite, certainement, parce qu'il, soi-disant, il aurait été attaqué. Donc, à Ouando, il prétend avoir été attaqué. Et c'est pour cela qu'il y a eu mort d'homme. Mais je vais vous dire, en tant que général, en tant qu'ancien président de la République, général d'armée, mais lorsqu'il y a mort dans un milieu donné, et là c'était un milieu ouvert, qui le concernait, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Mais c'est aller déclarer, se rendre à la gendarmerie et aux autorités judiciaires pour dire voilà ce qui vient de se passer. Je le répète encore une énième fois pour que les gens comprennent. Donc à Ouando, il était soi-disant attaqué et c'est pour cela qu'il a, ou son groupe, a pu donner la mort. Donc, en tant que victime, en tant qu'auteur éventuel, mais en tant que témoin, personnalité, autre personnalité, il avait l'obligation, mais alors l'obligation légale d'aller à la gendarmerie, aux autorités judiciaires pour aller dire « Ah, voilà ce qui vient de se passer. » Et que je suis prêt et je me mets à votre disposition pour en savoir un peu plus si jamais il y a des auditions qui doivent se faire. Et c'est au gendarme qui aurait pu lui dire « Monsieur le Président, puisqu'il était quand même le statut de président, il a, Monsieur le Président, ne vous déplacez pas, n'allez pas trop loin, attendez que nous mettons en place toute l'enquête et le moment venu, on pourrait éventuellement vous demander de partir s'il n'y a aucun lien. Ce n'est pas ce qui a été fait. Mais donc, à Ouando, c'était un Kouyou qui est tué. Sassou qui tue, il est Mboshi, d'accord? Alors la question se pose. Pourquoi à Ouando, lorsqu'il y a eu cette attaque, parce qu'il a été attaqué, les gens qu'il avait armés à Brazzaville, pourquoi ils ne se sont pas rendus à Ouando? Parce que là, il était attaqué. Pourquoi les gens qui étaient déjà, dès l'abord, armés ne se sont pas rendus à Ouando parce que là-bas, il était attaqué. Ils ne l'ont pas fait. Il arrive jusqu'à Brazzaville, je n'ai pas besoin de le répéter, là aussi, il ne se présente pas. Et lorsque les autorités, donc l'ordre de la République, sont informés de ce qui s'est passé à Ouando, on veut l'interpeller pour être auditionné en tant que citoyen ayant vécu ces faits-là. M. Sassou déclare qu'il est attaqué. Il est attaqué. Mais il est attaqué par qui? Parce qu'à Ouando, il était attaqué. Donc, si guerre il devait y avoir, c'est entre les Mboshi et les Kouyou, parce que les gens qu'on avait tués étaient des Kouyou. Mais cette guerre n'a pas eu lieu à Ouando. Il vient à Brazzaville. À Brazzaville, quand il dit « on est venu m'attaquer », et je vais vous expliquer en réalité qu'est-ce que ça voulait dire. Mais la première des questions, la première des démonstrations qu'il faut faire, c'est que si le Mboshi Sassou est parti tuer un Kouyou à Ouando, il vient à Brazzaville, il est interpellé pour être auditionné normalement en tant que témoin, en tant que victime ou même en tant qu'auteur, ce qui ne pose aucun problème. Il dit qu'il est attaqué. Et à Brazzaville, les Kouyou, les Mboshi, les Makoyens, les Teke, tous prennent les armes, donc la partie nord, pour attaquer les institutions. Mais la vraie question, pour vous dire qu'en réalité, ils ont tous parti liés, M. Perrin, dites-moi, les Makoyens qui sont devenus des cobras, quel était leur problème dans l'affaire de Sassou Mboshi qui est parti tuer un Kouyou à Ouando? Qu'est-ce que le Teke avait à avoir dans le conflit qui a conduit Sassou Mboshi de tuer un Kouyou? Qu'est-ce qui a conduit les Katangais d'être aux côtés de Sassou dans un conflit qu'il a eu à Ouando? Est-ce que vous comprenez maintenant, M. Perrin? Donc, probablement que Sassou Nguesso les âges. Évidemment, non, maître. Il pouvait arriver que Sassou Nguesso puisse les rouler simplement pour sa cause. Simplement ça. M. Perrin, oui. Ça, c'est une autre démarche. Ça, c'est une analyse que nous allons faire. Mais je suis en train de vous poser la question. Lorsqu'il dit on est venu m'attaquer à Brazzaville, tout le quartier, les populations des quartiers nord, tous ont pris les armes. Kouyou compris, Moshi, Teke, Katangé, Cuvette, enfin, tout le monde. Maintenant, la question se pose, mais là où il y a eu problème, c'est à Ouando entre un Moshi qui a tué un Kouyou. Pourquoi à Brazzaville, tous se regroupent contre les institutions? Mais je vais vous révéler quelque chose que je n'avais pas eu à dire la dernière fois. Quand Sassou dit « on est venu m'attaquer », en réalité, il ne dit pas qu'on est venu m'attaquer. Il dit le code qui était donné, puisqu'il avait déjà distribué les armes. Le code, c'est que vous pouvez attaquer maintenant. Donc, attaquer les institutions. Donc, ne comprenez pas, quand il dit « on m'a attaqué », ce n'est pas vrai. Il est en train de donner, il renverse en réalité le code en disant à ces gens à qui il avait déjà préalablement donné des armes. Attention, hein, parce que les armes-là, ils n'ont pas été distribuées du fait qu'on est venu l'interpeller pour être auditionné. Les armes étaient déjà distribuées avant même les événements de Ouando. Voilà pourquoi je pose la question. Mais pourquoi ceux qui avaient reçu les armes à Brazzaville, ils ne sont pas partis
s'en prendre aux Kouyou qui ont voulu attaquer Sassou pour faire la guerre à Ouando. Ils ont transformé cette guerre en guerre contre les institutions de la République. Et ce n'était pas une guerre, ils ont commis là des crimes contre la République. Parce qu'en plus, M. Perrin, mais vous l'avez rappelé la dernière fois, il y a même des armées étrangères qui sont rentrées. En quelle qualité M. Sassou a pu demander que des armes rentrent par mer, par terre, avec des armées étrangères pour venir tuer les populations du Sud? Pour venir tuer les populations du Sud. Plus de 400 000. Oui, mais je crois que dans ce bilan que vous citez, maître, je vais vous arrêter par là, il y a aussi les Congolais de la partie septentrionale qui sont morts au cours de ce conflit. Mais ma question était de savoir, c'est vrai, vous citez un certain nombre d'ethnies, vous avez cité les Kouyou, les Téké, les Gangoulous, tout ce monde, mais on se rend bien compte qu'après qu'il ait pris le pouvoir, c'est pas tout ce monde qui est servi, c'est pas tout ce monde qui jouit de ce pouvoir. Non, et voilà pourquoi je parlais de la manipulation, de la ruse. En fait, certaines tribus, sinon certaines personnes, j'allais dire, ont été simplement roulées. Monsieur Perrin, qu'ils aient été instrumentalisés, je crois que ça ne fait l'objet d'aucun doute, de mon point de vue. Hein? Mais même s'ils ont été instrumentalisés, pourquoi ont-ils pris les armes préalablement à l'acte de Ouando? C'est ça mon problème. Pourquoi ont-ils pris les armes? Est-ce que Sassou avait le droit de leur distribuer des armes? Eux, avaient-ils le droit, alors que nous étions dans une république, avec les lois de la République, avaient-ils le droit de recevoir ces armes-là et de ne pas en dire mot aux autorités de la République? Oui, mais c'est là où, maître, c'est là où je parle des esprits faibles, en fait. Vous n'allez pas quand même méconnaître que Denis Sassou Nguesso a cet art de manipulation, il est rusé de ce côté-là. La preuve, rappelez-vous, lorsqu'il dit « Bakongo, Babomingo », en fait, beaucoup ont été roulés dans cette affaire-là, rien que par cette parole. Mais bien après, ils se sont rendus compte que, mais non, ce n'était pas vrai, finalement. C'est sa manière de fonctionner, et dans cette manière de fonctionner, moi je pense, c'est mon avis, on ne peut pas globaliser l'affaire ou bien prendre les autres tribus ou bien même ceux qui sont dans son clan, dans son ethnie, pour responsables de ce que M. Sassou fait. La preuve, vous l'avez dit, que même dans ce qu'il fait, dans ses crimes, il est soutenu quelque part. Mais est-ce que ses parents, les membres de son ethnie, tous les membres de son ethnie savent que ce monsieur est soutenu quelque part et qu'il les roule en fait, juste pour demeurer au pouvoir? Monsieur Perrin, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose que vous retiendrez. Ils sont tous au courant que Sassou est fondamentalement et essentiellement un menteur. Ils le savent. Et donc rusé. Ils le savent parce que, comme vous le rappelez, Bakongo Babomi Marien, ça aurait pu les servir de leçon. Mais là aussi, vous voyez bien, c'est un Boché qui tue un Kouyou Marien, Bakongo Babomi Marien. Il va à Ouando, soi-disant il est attaqué. Moi, ma question, puisqu'il avait déjà distribué des armes, il est attaqué au Ouando, pourquoi tous ces gens-là ne sont pas partis vers Ouando pour aller faire la guerre à Ouando? Hein, M. Perrin? Pourquoi, puisqu'ils avaient déjà reçu des armes, pourquoi ils ne sont pas partis à Ouando? Parce que c'est à Ouando qu'on a attaqué. Là, il y avait l'attaque à Ouando. Mais à Brazzaville, les lois de la République voulaient l'entendre sur ce qui s'est passé à Ouando, peut-être en tant que victime, parce que si c'était un ancien président, par exemple, et qu'on avait attenté à sa vie, mais c'était tout à fait normal que les lois de la République se levaient pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. C'est quand même la vie de l'ancien président de la République. En quoi est-ce que cela a été mauvais? Maître, s'il vous plaît, j'ai une petite question à vous poser. Oui. Lorsque vous parlez de ceux qui ont été, en fait, ceux qui ont accompagné Denis Sassou Nguesso dans ses crimes, sinon dans son coup d'État, vous avez cité quelques ethnies, mais vous avez oublié de citer ceux de la partie sud. Nous savons également que dans ces groupes, dans ces milices à lui, il y a eu, bien entendu, des compatriotes du sud qui lui ont porté main, que je ne veux pas citer les noms ici, qui sont bien connus d'ailleurs. Non, mais monsieur Et cela, vous les classez à quel niveau? Non, monsieur Perrin, je veux dire ceci. C'est pas faux. Non, est-ce que vous avez connaissance de cela, maître? Oui, j'ai connaissance, mais ils ne sont pas majoritaires et ils ne sont pas déterminants. Ils n'étaient pas déterminants. OK?
Ils n'étaient pas déterminants. Parce que si... Alors que, non, mais s'ils n'étaient pas déterminants, alors qu'ils ont bien fait le boulot dans le Sud, c'est eux qu'on a même utilisés pour bien Oui, massacrer je suis les compatriotes du Sud. tout à fait d'accord, mais cela n'atténue pas la responsabilité de ceux qui avaient déjà reçu des armes préalablement. Au lieu de le dire aux autorités de la République, ils ont gardé pour des faits qui se sont passés à Ouando et ensuite vouloir les utiliser contre les institutions de la République jusqu'à appeler des armées étrangères pour venir tuer le peuple congolais. Les armées étrangères ne sont pas rentrées dans la partie nord, ils sont rentrés dans la partie sud. Ils ne sont jamais arrivés dans la partie nord. Donc, il était établi que ceux-là, ils devaient tuer dans la partie sud. Donc, au nord, ils le savent parce qu'il existe ce que l'on appelle aujourd'hui, mais depuis toujours, ce qu'on appelle le Haut Conseil du Nord. C'est-à-dire qu'il est très difficile, M. Perrin, que des cadres du Nord, tous, viennent vous dire qu'on ne savait pas. C'est impossible. Ils sont tous dans l'armée, pourquoi? Il y a une de mes conférences où j'avais indiqué qu'il y a une initiation à la haine. Parce que sinon, M. Perrin, je reviens encore là, Sassou distribue les armes avant les événements de Ouando. Pourquoi eux, ils prennent ces armes? Pourquoi ils prennent ces armes? Ben, il fait comme à Fentoumi d'ailleurs. Voilà pourquoi je parle de la manipulation. C'est comme le révérend pasteur Ntoumi, en fait, Frédéric Visango, alias Ntoumi, qui lui également a une milice qui a réussi à instrumentaliser une bonne partie de nos compatriotes du Sud. En 2016, je vous prends seulement cet exemple. En 2016, il y a des élections. D'accord? Ntoumi, soi-disant, fait quelque chose. Il fuit dans le pool, non? Et on proclame, on dit qu'il y a un mandat d'arrêt contre Ntoumi. Un mandat d'arrêt contre Ntoumi. Mais le mandat d'arrêt est exécuté par qui? C'est l'armée qui rentre dans le pool pour aller tuer. Mais est-ce qu'un mandat d'arrêt est fait pour ça? Donc vous voyez, Ntoumi est instrumentalisé, c'est une cinquième colonne. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire parce que Sassou, dans la mise en place du génocide par récurrence, le génocide par récurrence, qui consiste, on va tuer pendant un certain moment, on arrête, on ramasse les cadavres, on essaie de faire de vide, pas de preuves, et on essaie de stabiliser la situation. Donc, pour ne pas tomber dans le cas du Rwanda, il a été conseillé à ces messieurs par ceux qui ont commis et qui ont conseillé les Rwandais, et notamment les Hutus, pour faire le génocide qu'ils ont eu à faire. Ces mêmes conseillers sont venus au Congo. Ils ont dit qu'il fallait introduire une fausse rébellion à l'intérieur du pool. Et pourquoi seulement à l'intérieur du pool? Vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi cette rébellion, c'est seulement à l'intérieur du pool? Pourquoi ils ne sont pas partis faire ça à Pointe-Noire, dans le Kwilu? Pourquoi ils ne sont pas partis faire ça dans la Lekumu? Parce que je vais vous rappeler quand même, M. Perrin, lesquels l'opposition, j'allais dire, la confrontation pour le pouvoir, c'était entre qui et qui? C'est entre Sassou et l'UPADES. Et pourquoi la rébellion est montée à l'intérieur du pool? Qu'est-ce que le pool avait à voir là-dedans? Le pool avait perdu le pouvoir, mais je peux vous dire encore autre chose pour vous expliquer combien de fois tout ceci est nuisible. Et je vais vous révéler certainement des choses que jusqu'à présent les gens ne connaissent pas. Sassou était en alliance avec Kolela. Ça veut dire que cette alliance-là, d'une certaine façon, était devenue majoritaire. Mais si cette alliance était devenue majoritaire, M. Kolela est nommé Premier ministre par M. Lissouba, parce que les deux, j'allais dire même les trois, Sassou, Kolela, Lissouba, ils avaient à cœur de sauver les institutions. Je répète, parce que ça, personne ne le sait. M. Lissouba, en nommant Kolela, qui était en alliance avec Sassou, dont il savait que cette alliance était une alliance forte, parce qu'elle était indiquée comme étant l'alliance de l'unité nationale, M. Lissouba avait à cœur qu'il pouvait sauver les institutions en nommant M. Bernard Kolela Premier ministre. Puisque cette alliance donnait la force à l'opposition, c'est eux qui devaient organiser les élections. Dites-moi, pourquoi Sassou s'est délié de ça? Alors qu'on aurait pu sauver les institutions avec ça, dites-moi, et posez la question à ceux qui ont soutenu cette confrontation. Posez-leur la question. Pourquoi cette alliance qui était arrivée finalement au pouvoir
et qui devait permettre de sauver les institutions de la République. Pourquoi Sassou s'est délié? En inventant qu'on est venu m'attaquer. En inventant qu'on est venu m'attaquer. Alors qu'il n'a jamais été attaqué. Et à Owando, il ne parle plus d'Owando. Lorsqu'on arrive à Brazzaville, c'est toute la partie nord de Brazzaville qui a des armes et qui s'en prennent aux institutions de la République. Ça veut dire quoi, monsieur Perrin? Si c'est cela, ça veut dire, si Sassou avait réussi à le faire, c'est qu'il existe un État du Nord. Il n'y a plus de débat à ce niveau. C'est qu'il y avait un État du Nord. Parce que comment Sassou était qui pour demander à des armées étrangères, d'accord, à des armées étrangères, à qui il a dit, moi je dormais pour moi, parce que c'est comme ça qu'il parle, moi je dormais pour moi, on est venu me déranger. Il était qui? Oui, mais ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que lorsque vous parlez de Denis Sassou Nguesso et ses acolytes, en fait, ses complices de la partie septentrionale, vous déliez évidemment la partie sud lorsqu'on sait, pourtant vous l'avez dit tout à l'heure, qu'à un moment donné, il était même en alliance avec le MCDDI de Bernard Colella, et nous savons que pendant en fait ces accords, cette alliance, le MCDDI a eu à recevoir également les armes donné par Sassou Nguesso. Pourquoi vous ne responsabilisez pas d'autres compatriotes de cette partie du Congo, de sorte que... Voilà pourquoi moi je pense en fait que tout le monde... Monsieur Perrin, moi je vais revenir là-dessus. Je vous en prie, oui. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais été d'accord avec ça, mais je vais vous dire une chose. Si monsieur Colella, monsieur Lissouba, des frères, des peuples frères se battent, est-ce que vous trouvez normal que Sassou, qui est aussi un frère, vienne donner des armes à l'un d'eux? Vous trouvez ça normal? Et donc c'est faux. Ah non, je ne dis pas que c'est faux. Je dis simplement que quand deux personnes se battent, le troisième vient pour séparer. Naturellement, oui. Et ce n'est pas ce qui a été fait. On est venu attiser la haine. Donc vous voyez, la démarche n'est pas la même. Je ne dis pas que au sud, on est tout blanc. Non, ce que je veux démontrer, c'est que M. Sassou a menti. Lorsqu'il dit « on est venu m'attaquer, on est venu me réveiller ». Mais je vais vous dire encore une chose, c'est que, s'agissant du droit, lorsque vous dormez, le droit dort avec vous. Lorsque vous vous réveillez, le droit commence aussi à se réveiller. Donc, si M. Sassou avait pensé qu'on l'avait irrégulièrement, illégalement réveillé, son droit existait, c'était déjà réveillé, donc il aurait pu saisir les institutions de la République. Voilà, lorsqu'on est soucieux d'un pays, qu'on aime ce pays et qu'on aime la République, on aime les lois, mais comme eux, ils n'aiment pas les lois puisqu'ils disent pour respecter, et il faut que le ciel tombe. Nous n'avons pas la même culture en ce moment-là. Il était un chef d'État et vous montez à vos propres populations qu'on est venu m'attaquer alors que c'est faux. Les lois de la République demandaient simplement qu'on l'entende. Et son droit, à partir du moment où il s'était réveillé, son droit s'était réveillé avec lui. Or, voulez-vous que je vous fasse quand même un rapprochement? Lui, pendant une période donnée, il envoyait les gens au petit matin qui ne sont plus jamais revenus pour réclamer leurs droits. Mais lui, il prétend qu'on est venu me réveiller, ce qui était une bonne chose. Ça veut dire que le droit s'était réveillé avec lui. Alors pourquoi n'a-t-il pas usé de ce droit? Eh oui, monsieur Perrin. Pourquoi n'a-t-il pas usé de ce droit? Il faut leur poser la question. Et maintenant, pourquoi ceux qui ont pris les armes ont-ils pris les armes? Quel était le motif? Est-ce qu'ils avaient, eux, reçu de la loi le droit que si Sassou est réveillé, c'est à vous de venir faire respecter la loi? C'était ça. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde depuis 1997, en passant par 1998-2002, le premier génocide dans le Pool, après nous sommes arrivés à la répression de 2015, ensuite un autre génocide entre 2016 et 2018. Alors, tous ces crimes sont, je dirais, en fait, un secret de polichinelle. Tout le monde sait ce qui se passe. Et finalement, ces auteurs peuvent courir, comme je l'ai dit dans mon introduction, tranquillement, ils circulent, ils vont partout dans le monde sans s'inquiéter, ils sont jamais interpellés et quelquefois on les reçoit même sur les tapis rouges. Comment interprétez-vous cette attitude? Et c'est là où je disais, mais est-ce que les crimes contre l'humanité ont-ils la même portée quand ils sont commis en Afrique qu'en Occident? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça n'a pas la même portée lorsque, surtout,
celui qui en est l'auteur est l'objet de soutien des pays, si vous voulez, qui ont développé de façon, j'allais dire, vraiment de façon sournoise, l'idéologie néo-nazie. Parce que pour recevoir et continuer à recevoir des gens comme Sassou, il faut avoir épousé l'idéologie néo-nazie. Parce que ces gens-là ne méritent même pas d'être reçus quelque part. Mais comme ils sont d'une certaine façon garants d'un État criminogène qui nous a été légué par la France, eh bien la France, au nom de ses intérêts néo-nazis, fondés par la France-Afrique, continue à soutenir ces gens-là au détriment du peuple. D'où la question de la dernière fois et que je continue à reposer, mais je pense que ce sera l'objet d'un débat. En quoi est-ce que les intérêts de la France, conformes aux valeurs de la République, sont-ils incompatibles avec le bien-être du Congo? Faut-il qu'on tue pour que les intérêts de la France soient véritablement garantis par des criminels? Il y a un problème. Et donc, vous comprenez que à ce niveau-là, nous sommes en réalité dans un problème de rapport de force. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. Lorsque le FPR a été soutenu en armes par les Américains et qu'ils ont fait trébucher Habyarimana, eh bien, aujourd'hui, la question du génocide, la France est impliquée totalement. Vous voyez bien. Mais s'il n'y avait pas, à supposer que Habyarimana ait continué à gérer jusqu'aujourd'hui, on n'aurait jamais dit qu'il y avait un génocide. Et c'est bien dommage parce que pourquoi les intérêts de la France se salissent toujours du côté où pratiquement on accomplit les actes qui se sont accomplis pendant la Deuxième Guerre mondiale? Quelle est la faiblesse de cette France? Je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends pas. Pourquoi ces intérêts-là ne peuvent être servis que par le crime? Mais je comprends bien, ce n'est pas toute la France. Hein, parce que la France bien pensante, la France de valeur de la République s'arrête à la Méditerranée. Au-delà, ça devient la France-Afrique. Et ça correspond bien avec ce que dit Dominique. Hein. Le ciel ne tombera pas. La France-Afrique, là-bas, n'a pas besoin des lois. Et vous l'avez vu avec le Tchad. Vous êtes en train de le voir avec le Mali. Mais pourtant, les dispositions constitutionnelles sont écrites de la même façon et de la même langue qu'en France. Parce que tout le monde est standardisé sur la Constitution française. Mais lorsqu'il s'agit d'interpréter, ce n'est plus la même chose. Le même mot, la même clause constitutionnelle, lorsque vous le lisez en France, ça a une autre signification. Vous arrivez en Afrique, ça a une autre signification. Non, c'est des événements, c'est des faits très graves, mais très, très graves, qui devraient amener, et comme je l'ai dit, aux populations, au peuple du Congo, ceux qui ont été instrumentalisés, qui commencent à le comprendre à partir des explications légales sur la légalité de ce que je dis par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, toute la partie nord, la jeunesse actuelle, se trouverait pratiquement avec des mains sales, mais pour des crimes dont ils ignorent en réalité même les raisons pour lesquelles ils ont été commis. Et donc, la République n'en sort que diminuée, parce que l'État du Nord, malheureusement, s'est affirmé en tant que tel. Et donc, c'est ainsi que j'appelle de mes voeux que nous ne pouvons pas laisser la Constitution de 92 être le paillasson de ce régime malsain, régime de barbares, qui ne vivent la loi que lorsque le ciel va tomber. Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser 92 pour que le plus petit nombre puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre. Est-ce qu'on peut comprendre par là que finalement le crime tel qu'on est en train de le décrier là est l'ADN de ces régimes totalitaires imposés en Afrique par la... Bien sûr, monsieur Perrin, vous ne savez pas si bien le dire. Lorsque je dis aujourd'hui, le droit congolais ne permet pas les crimes, mais le droit au Congo, essentiellement devenu d'essence mboshi, permet le crime, puisque l'article 96, n'en déplaise à mes collègues ou au peuple du Nord, n'en déplaise, 96 le dit, qu'il peut tuer, il doit être... Donc, le droit d'essence mboshi est un droit fondé sur le crime impuni. Ceux qui veulent se révolter contre cette démarche-là, il est temps de se révolter. Je redis, le droit au Congo désormais, comme l'est l'État désormais, est d'essence mboshi.
Et qui pourquoi vous ne signifie remplacerez pas? Moi, j'aurais préféré que vous remplaciez plutôt l'essence Sassou Nguesso que de dire Mboshi, parce que nous avons aussi des compatriotes de la partie septentrionale Mboshi, bien oui, entendu, qui dénoncent ce régime et qui sont dénoncer. bien victimes des exactions de Oui, ce mais s'ils régime. sont victimes, c'est maintenant qu'ils doivent entendre ça, que le droit congolais a été remplacé par un droit d'essence Mboshi. Parce qu'il y a l'état profond qui est désormais l'état Mboshi. Mais est-ce que vous pensez que lorsque je le dis, je m'en prends à tous les Mboshi ou à tout le Nord? Mais C'est à vous non, de nous expliquer. non, je suis en train d'expliquer en réalité, en substance, et je l'avais dit, Sassou n'aime pas les Mboshi, Sassou n'aime pas les nordistes, mais il aime l'esclavage dans lequel il les tient. Et il les tient avec les avantages issus du crime. Il faut qu'ils entendent ça. Sassou les tient avec les avantages issus du crime. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont bélié. Ils doivent se sortir de cette situation. Mais il n'y a que eux qui peuvent le faire. Parce que lorsque on dit l'Allemagne est nazie, mais tous les Allemands n'étaient pas nazis. Mais il faut le dire que désormais, et donc aux collègues enseignants de l'université qui enseignent le droit au Congo, ils doivent d'abord savoir quelle est la philosophie, quelle est la théorie juridique, la théorie du droit au Congo. Aujourd'hui, ce droit est d'essence Mboshi. Parce que je veux compléter cela, M. Perrin, lorsqu'ils sont partis attaquer en pleine journée le domicile du colonel Misso. Toute l'armée, en dehors du chef d'état-major, je crois, de l'air ou je ne sais pas qui était Vili, tout le reste, c'était tous du Nord, Mboshi. Donc, ils se sont levés avec les armes de la République et ils sont partis pour tuer, exécuter des gens qui étaient chez nous. Et il y a eu plusieurs morts. Donc, vous vous imaginez. Donc, Et ce crime aussi, ce crime est passé comme ça, inaperçu finalement. à moi, M. Perrin, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas me suspecter d'un quelconque tribalisme. Non, je suis en train d'éveiller ces gens-là pour leur dire, du point de vue de la loi, voilà ce qui se passe. Mais lorsque vous avez une constitution de 96 avec l'article 96 d'une constitution, et lorsque je dis que le droit devient essentiellement d'essence Mboshi, qui se caractérise par le fait que le crime doit être impuni, mais je suis en train de leur montrer que ce n'est pas ce type de société pour lequel nous devons ou nous avons signé un contrat social. Tous les mensonges au service du crime. Mais, diantre, que les peuples du Nord, réveillez-vous. Parce que nous avons eu 92. Oui, ils pouvaient avoir ses faiblesses. Mais on pouvait s'asseoir pour améliorer tout ça. Comment est-il possible alors qu'on s'est donné une loi commune? Et comme dirait un auteur, on ne peut pas laisser en intelligibilité une personne mettre à mal la loi commune qu'on s'est donnée. Est-ce que vous vous rendez compte, M. Perrin? M. Sassou a inversé la Constitution de 92, voté au nord et au sud. Il pouvait peut-être avoir ses imperfections, ok, mais on pouvait s'asseoir sur la base de ces imperfections. Et c'est même mieux qu'il y ait eu des imperfections pour pouvoir continuer à perfectionner ce texte-là. Et il vient nous pendre quoi? Une constitution où il se donne le droit de tuer. Mais il va tuer qui? Est-il le créateur de l'humanité, lui, pour se permettre de tuer les gens? Mais enfin, donc même le peuple du Nord, mais regardez quand même en face ce qui se passe. On l'appelle même Moranzambe, je ne sais pas quoi. Maintenant, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Oloma Nyama, c'est un Nyama, il n'est pas Oloma. Parce que Oloma, c'est celui qui peut au moins respecter la vie humaine. Mais quand tu es Oloma Nyama, tu es Nyama. Et le Nyama ne respecte rien, c'est le chaos. Alors, Maître, il y a un aspect qui me tient quand même à cœur. Denis Sassou Nguesso, puisque c'est de lui qu'on parle, avec son système qui repose sur les crimes, je dis, il est toujours libre, jamais inquiété. Et curieusement, il a même fait du Congo un refuge pour les criminels, les grands criminels qui courent en travers le monde. Cela me fait penser à un ancien ministre rwandais de la Défense, j'allais dire, qui était recherché par les tribunaux internationaux, un grand génocidaire en plus, un certain Bizimana, voilà son nom, recherché, disais-je, par les tribunaux internationaux et qui avait trouvé refuge au Congo, au Brazzaville. En fait, il serait même mort dans la ville de Pointe-Noire. C'est là qu'on a retrouvé quelques restes de ce monsieur. Mais il y a également un autre Abdoulaye Meskine, on dirait un chef de guerre, mais alors un grand chef de guerre, un tueur, qui finalement, lui, avait été
enrôlé dans la garde républicaine de Denis Sassou Nguesso. Il tenait d'ailleurs, il était la deuxième personnalité. Et on apprend aussi que c'est lui qui tenait les opérations dans le pool. Est-ce que cela ne suffisait pas, maintenant qu'on le sait, cela ne suffit-il pas pour que Denis Sassou Nguesso soit quand même interpellé par les tribunaux internationaux? Comment se fait-il que lui peut recevoir, sinon protéger des criminels sur son territoire, et qu'il ne s'inquiète de rien, il n'est jamais interpellé, il peut circuler, reçu sur des tapis rouges comme je l'ai dit? Oui, M. Perrin, n'oubliez pas qu'il s'agit là d'un système mis en place en collaboration avec ceux qui opèrent avec l'idéologie néo-nazie. Monsieur Sassou est un criminel qui pense que lui, un jour, ça peut lui arriver. Et donc, pour essayer de préparer ses arrières, ben, il reçoit ces criminels-là. Mais il peut aussi les utiliser. Parce qu'après, lui, il dira, ah non, ça n'a jamais été moi. Parce que ça aussi, il faut le savoir. Hein. Sassou n'assume jamais ses crimes. Jamais. Jamais il n'assume ses crimes. Donc, recevoir ces criminels-là pour en faire un refuge, mais je ne vois pas qu'est-ce qui serait étonnant, puisqu'il n'est que ça. Donc lui, s'il peut disposer des moyens, et puisqu'il en dispose, pour essayer de cacher ces criminels-là, ben, il le fera, jusqu'à ce qu'il y aurait une pression, éventuellement. Mais il y a toujours derrière ça, si vous voulez, un intérêt quelconque. Monsieur Sassou ne reçoit pas ces gens-là simplement parce qu'il les aime, non, mais parce qu'il doit leur faire jouer un rôle. Et celui dont vous parlez, par exemple… De Meskin, Abdoulaye Meskin, oui. Eh bien, c'est pour éventuellement déstabiliser ou le Tchad ou la Centrafrique. Donc voilà, il ne fait rien qui soit désintéressé. Il ne fait rien qui soit désintéressé. Et tout ceci vient toujours des ordres reçus de la branche néo-nazie du pays qui le défend. Voilà. Et c'est ça ce système-là. Voilà pourquoi vous le voyez jusqu'aujourd'hui, même l'affaire du beach qui est arrivée ici, il est pratiquement blackout. Pourquoi ça, ils n'accélèrent pas? Vous voyez? Donc, simplement parce qu'aujourd'hui, les rapports de force sont tels que ils continuent à le soutenir, ils continuent à préserver leurs intérêts. Et donc, on le préserve là. Et vous avez vu avec Idriss Déby, lorsqu'il a commencé à trop parler, bon, vous savez ce qui s'est passé. Donc, nous devons faire extrêmement attention, mais je pense que le mieux, c'est vraiment d'aviser la population et les populations pour qu'ils sachent qui est cette personne-là. Parce que l'arme fatale contre ce régime, et j'en ai fait l'expérience, hein, M. Perrin, l'arme fatale, c'est le droit contre ce régime. Lorsque j'ai affronté le système judiciaire mis en place par Sassou, je l'ai dynamité et je l'ai vaincu. J'ai vaincu le système judiciaire de Sassou. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes capable maintenant de comprendre qu'il a toujours mis en place des commissions d'enquête pour pouvoir diluer sa responsabilité. Et des enquêtes, commissions d'enquête illégales, bien sûr, pour diluer sa responsabilité et accuser des innocents. Ça, c'est avec moi dans l'affaire Nsuru. Il ne le fera plus. Et vous savez pourquoi je l'ai vaincu encore? Mais parce que dans l'affaire Nsuru et l'affaire des explosions d'Empila, j'ai déposé plainte contre lui, j'étais à Brazzaville. J'ai demandé à l'armée, à la police, à la gendarmerie de l'arrêter. Avant moi, personne n'avait fait ça. Mais super. Je l'ai donc affronté et je l'ai vaincu. Parce qu'il faut que les gens le sachent, qu'il n'est pas invincible. Et je vais aller plus loin. L'article 96 que vous voyez dans la Constitution 2015, c'est parce que j'avais déposé plainte contre lui. J'avais demandé que dès que son mandat à minuit va se terminer, il faut qu'on l'arrête. Et lorsqu'il change la Constitution, l'article 95-96 que vous voyez là, n'est rien d'autre que la réponse à la plainte que j'avais déposée contre lui, parce qu'ils ne savaient pas tous qu'il était possible de déposer plainte contre un président de la République. Et c'est ce qu'on va demander donc aux autres victimes, c'est cela? Mais je l'ai encore vaincu. Sassou, qui s'est toujours caché lorsqu'il le tue, s'est dévoilé lorsque Nsuru est sorti de la prison. Parce que, je veux vous dire une chose, Sassou est un prédateur. Lorsqu'il t'accroche les griffes à la gorge, il ne te lâche jamais. Mais alors jamais. Et avec Nsuru, j'ai réussi à l'arracher des griffes. Et je l'ai fait tomber. Parce que le colonel Nsuru est sorti. Et comme il est sorti, il ne savait plus quoi faire. Il s'est révélé comme véritablement le criminel qu'il est. Et il est parti attaquer chez Nsuru le matin à 10h. Et montrer donc à la face du monde que c'est lui qui tue. Mais vous savez encore, j'irai plus loin. Lorsque l'affaire arrive au tribunal, je demande qui avait donné l'ordre pour aller attaquer chez Nsuru. Vous savez, l'ordre signé par Sassou, ils l'ont retiré.
les magistrats ont retiré l'ordre donné par Sassou. Sauf que moi, j'avais déjà Jeune Afrique, où Sassou était en train de parler. C'est moi qui ai donné l'ordre pour aller. Je suis en train de suivre cela minute par minute, minute par minute. Mais je veux vous révéler quelque chose, Monsieur Père. Lorsqu'on enlève l'ordre en question, on le remplace par un autre ordre. Mais signé par qui cette fois-ci? Signé par le général Bouiti. L'ordre d'aller attaquer Chensourou, désormais, est signé par le général Bouiti. Comme quoi, vous voyez, il ne met pas Ndengue, il ne met pas Moani, il ne met pas Dominique Okemba, il va prendre un sudiste. Comme pour servir de fusible. Et effectivement, vous avez compris. Donc, est-ce que Bouiti, enfin, je ne sais pas si vous le connaissez, le général Bouiti, peut-il donner l'ordre à l'armée de Sassou d'aller attaquer chez Chensourou? Donc, vous voyez, pour vous dire encore, c'est un lâche. Je veux dire à mes collègues, au peuple du Nord, Sassou n'est qu'un lâche. Je viens de vous faire la démonstration. Vous pouvez vérifier ça. Ce n'est qu'un lâche. Et c'est un staconoviste de la peur. Il a peur. Okay? Alors, ça, c'est bien vous, maître, c'est vous qui le dites. Oui, maître. Excusez-moi, il faut que je répète ça. On change l'ordre, on met le nom du général Bouiti. Parce qu'il faut que le peuple le sache. Sassou enlève l'ordre qu'il a donné pour ne pas salir. Okoye qui n'est qu'un criminel aussi d'ailleurs. C'est un minable criminel. Hein? Donc, on enlève ça pour mettre le nom de Bouiti. Mais Bouiti n'est que policier. A-t-il le droit de mettre en mouvement l'armée? Ce que je vous dis là, très peu de gens le savent. Mais il faut maintenant qu'ils le sachent. Sassou est un peureux. Il n'assume jamais ses crimes. Peuple du Nord, Sassou n'est qu'un peureux. Il n'assume jamais ses crimes. Ça, il faut qu'il le sache. Et c'est dit par Maître Ganga. Si Sassou n'est pas d'accord, il vient pour un débat. Ou ceux qui défendent Sassou, qu'ils viennent pour un débat que Maître Ganga est en train de mentir. Mon cher Perrin, je serai très heureux que vous assurez ce débat-là. Voilà, et donc, ça sera donc probablement la dernière question. Est-ce que c'est fort de ce soutien que finalement Denis Sassou Nguesso se permet-il d'acheter les armes même de manière clandestine, puisque cela est rapporté par une organisation, l'OCCRP, c'est une organisation constituée des journalistes qui mènent des enquêtes sur les crimes d'État et la corruption, qui révélait bien sûr, et cela est paru dans le journal La Libre Afrique, que le Congo a importé 500 tonnes d'armes de guerre entre 2015 et 2020 en 17 livraisons. Donc la dernière livraison a eu lieu en 2020. Comment se fait-il que le Congo peut se livrer à de telles activités? Un pays, entre guillemets, souverain, un État on dirait indépendant, mais qui continue à acheter les armes clandestinement, et parce qu'évidemment, il est aussi révélé que finalement, depuis 30 ans, le Congo-Brazzaville n'a jamais déclaré officiellement l'achat des armes. Mais cependant, on constate qu'il continue à acheter les armes de manière clandestine. Qu'est-ce qui peut justifier de telles réalités? Très bonne question, M. Perrin. Mais on peut prolonger la question en se disant, est-ce que le Parlement congolais, si tant est qu'il y en a, le Parlement congolais est au courant de ses dépenses parce qu'il contrôle le budget? Coup de milliards que ces armes ont été achetées. Et voilà. Et qu'est-ce qui ne nous dit pas que ces armes-là ont servi ou servent à déstabiliser les voisins? Il y a un voisin à côté qui est déstabilisé, vous le savez. Donc voilà. Vous voulez dire la RCA? Mais bien sûr, bien sûr. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi la RCA est sous embargo et le Congo ne l'est pas. Et en plus, on sait bien que si ces armes sont à destination du Congo, c'est pour tuer des populations civiles. Parce que le Congo a-t-il déjà eu une guerre contre des voisins? Non. Donc pourquoi tant d'armes? C'est pour ensuite encore instrumentaliser ceux qui l'instrumentalisent toujours d'habitude, de leur donner des armes. Allez-y, tuez au sud. Parce que c'est le sport favori de ce monsieur. Donc nous devons faire extrêmement attention. Nous devons faire extrêmement attention. Nous devons parer au plus pressé parce que la situation peut être dramatique avec cette conscience d'octobre 2015 avec 2015. Il est capable d'anticiper encore d'autres massacres. C'est-à-dire? Je le dis parce que je sais à peu près comment il fonctionne. Donc faisons extrêmement attention. Vous projetez là sa succession par son fils, c'est ça, et ça doit passer par les massacres encore, c'est cela? Oui, exactement. Vous avez compris.
Parce qu'il ne peut pas faire asseoir son fils avec un Sud qui s'unit contre les injustices et contre les crimes qui ont été commis. Et c'est quelque chose qui commence à faire peur. Voilà pourquoi j'interpelle encore ceux qui peuvent l'être, c'est que les populations du Nord et les populations du Sud, vous devez savoir que la Constitution de 92 était notre bien commun. Il n'est pas la propriété, il n'était ni la propriété du Nord, ni la propriété du Sud. Moins non plus la propriété de M. Sassou. Et on ne lui avait jamais donné mandat d'enlever cette Constitution. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers la légalité. Ce régime ne peut tomber qu'avec la légalité, pas avec la violence. Et je le dis d'expérience, je vous ai dit tout à l'heure, M. Perra, que M. Sassou et ce régime, c'est des prédateurs qui ne lâchent pas une fois qu'ils ont eu leur proie. Ça, il ne faut pas que les populations du Nord l'ignorent. Ceux qui le servent aussi aujourd'hui doivent s'en souvenir qu'à tout moment, ils peuvent être la proie de ce prédateur. Alors, on a intérêt que le plus grand nombre n'accepte plus le plus grand mal fait par le plus petit nombre. Bien voilà, c'est aussi la fin de cette émission. Merci à Maître Amédée Nganga d'avoir répondu à toutes nos questions, mais surtout d'avoir consacré votre temps si précieux pour nos téléspectateurs. Et comme nous le disons à tous nos invités, nous reviendrons constamment vers vous pour le décryptage de l'actualité sociopolitique du Congo-Brazzaville. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir consacré aussi votre temps à nous suivre. Restez donc branchés sur votre canal Teler TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, probablement dans le même cadre, avec le même plaisir. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci.